Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre premier bulletin de nouvelles hebdomadaires Infothémis de l'année 2024. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année à tous. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons la diminution des heures d'ouverture au bureau de la SAAC à Ville-Marie. Le CISAT veut aider les résidents en CHSLD à se sentir à la maison. Les épreuves ministérielles sont reportées à la fin janvier et au début de février. Des crêtes de glace menacent la sécurité des motoneigistes sur les lacs de la région. Pour le salaire des enseignants, il y a un grand pas de fait grâce à la mobilisation et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. La Société d'assurance automobile du Québec diminuera les heures d'ouverture dans les succursales de Lassar et de Ville-Marie. Donc, à partir du 8 janvier, elles seront fermées les lundis et vont passer à un horaire de 4 jours par semaine. Pour la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, c'est une nouvelle difficile à digérer comme les municipalités n'ont pas été avisées auparavant. Seuls 2 bureaux de la SAAQ sont présents au Témiscamingue, un à Ville-Marie et l'autre à Kipawa. Pour Claire Bolduc, il est donc inconcevable qu'un service gouvernemental soit réduit ainsi en région éloignée. Dans une déclaration écrite que nous a fait parvenir la Société d'État, elle indique qu'en concentrant les heures d'ouverture sur 4 jours, les employés pourront, les lundis, par exemple, prendre des appels téléphoniques, traiter les changements d'adresse et des dossiers de décès. Mais ce que déplore le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, c'est la distance que vont devoir parcourir les citoyens si le service devient trop engorgé. Lors de la dernière séance mensuelle du Conseil de la MRC de Témiscamingue pour l'année 2023, les élus ont été informés d'un projet pilote de la SAAQ. Ils ont vivement critiqué cette décision, soulignant le manque de consultation et de considération envers les populations locales. Ils y voient également une menace de réduction des services gouvernementaux pour la population témiscamienne. Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, dénonce cette décision comme inacceptable pour 3 raisons majeures. Elle pointe du doigt l'absence de consultation, la possibilité d'une répétition de cette démarche en tant que projet pilote et le déplacement des services au détriment des citoyens du Témiscamingue pour répondre aux besoins d'autres régions du Québec. La SAAC va donc mener le projet pilote jusqu'au 22 mars 2024 dans 5 de ses 43 succursales, dont 2 se trouvent en Abitibi-Témiscamingue. Un nouvel organisme à but non lucratif voit le jour à Rimini. Ce dernier s'intéresse à l'histoire et au patrimoine de Rimini. C'est la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini qui veut protéger, promouvoir et valoriser le patrimoine matériel et immatériel à Rimini et du Témiscamingue. Le patrimoine est un bien public et une vitrine hors pair de l'histoire de la communauté ainsi que de l'identité et des particularités d'un milieu. Le patrimoine fait en sorte qu'une communauté peut se distinguer et se développer durablement lorsqu'elle affirme sa différence et qu'elle met en valeur ce qui la rend à nul autre pareil sur le plan de son histoire. Le patrimoine doit être perçu comme un levier de développement incontournable. La nouvelle fondation est en activité depuis l'été dernier. Plusieurs activités ont été mises en place depuis sa création, dont une aire d'exposition temporaire à l'église. Elle lancera prochainement une étude de faisabilité pour un projet artistique à caractère patrimonial. Une campagne de financement sera lancée prochainement pour faire l'installation des panneaux d'interprétation permanente dans l'aire d'exposition. L'exposition contient également des archives historiques, dont des documents audiovisuels des années 1930 tournés par le curé fondateur de la municipalité. Le but premier de la fondation est la préservation de l'Église.
La Fondation prévoit aussi construire une réplique identique du moulin à aube qui date de 1938 et qui demeure à ce jour l'emblème de la municipalité. Le moulin à aube est un bâtiment historique qui est dans un état de détérioration très avancé. Le moulin, construit en 1938, était la propriété de Rosaire Lajeunesse. Historiquement, le moulin servait à la construction des premières maisons, soit dans la fabrication de châssis et de portes. La Fondation abandonne l'idée de restaurer le bâtiment original en raison des coûts. Cependant, un projet sera mis sur pied prochainement pour construire une réplique à échelle nature avec un bassin d'eau qui pourrait faire tourner la roue. Un panneau d'interprétation sera installé pour décrire le fonctionnement du moulin ainsi qu'expliquer sa raison d'être. Au-delà de l'intérêt pour le patrimoine local, le nouvel organisme veut élargir son horizon. Éventuellement, l'organisme désire développer des partenariats avec des organismes du Témiscamingue et de l'Abitibi dans le but de créer une nouvelle destination touristique à Rimini. La Fondation a reçu le soutien de la municipalité et de la MRC de Témiscamingue, mais compte également sur les dons des particuliers pour poursuivre ses activités. Cet organisme verra également à toute la préparation du centenaire de Rimini qui se tiendra en 2035. Les contribuables de Ville-Marie verront leur compte de taxes augmenter de 3 % en 2024. Le budget adopté prévoit une hausse de 175 $ pour une résidence moyenne évaluée à 200 000 $, dont 100 $ sont réservés à la gestion des matières résiduelles. La gestion des déchets coûtait 175 $ par résidence en 2023. Ce montant s'élèvera à 275 $ en 2024, ce qui représente un bond de 57 % en une année pour payer le service géré par la MRC de Témiscamingue. C'est une partie qui fait mal pour l'ensemble des Témiscamiens, mais en même temps, ce sont les coûts réels, spécifie le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre. L'élément responsable de cette hausse serait le transport vers le site d'enfouissement de Rouyn-Noranda, selon M. Lefebvre. Il ajoute qu'il y a encore des devoirs sérieux à faire à Ville-Marie et sur notre territoire pour essayer de diminuer ces dépenses-là. Il faut continuer à composter et il faut faire du recyclage pour diminuer les poubelles. Le nouveau budget de 6,8 millions de dollars est en hausse de 8,6 % en comparaison à 2023. Les revenus provenant des taxes foncières sont, quant à eux, en augmentation de 7,25 % pour 2024. Des investissements totalisant 18 millions de dollars sont prévus au cours des prochaines années. Le programme triennal d'immobilisation 2023-2026 inclut le renouvellement de la salle des machines de l'Arena et l'aménagement d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées. La Ville attaquera les phases 2 et 3 de l'aménagement du Parc des Clubs qui a rouvert au mois de juin avec de nouveaux modules. Ces phases concernent principalement le parc de planches à roulettes et le terrain de balle. L'édifice Gérard Caron, où se trouve notamment l'Hôtel de Ville, subira aussi une cure de rajeunissement dès l'automne 2024. Ville-Marie compte développer un nouveau secteur résidentiel dans un horizon d'environ 2 ans et investira 3,4 millions de dollars pour y arriver. Ville-Marie se doit de développer de nouvelles rues et de nouveaux secteurs parce qu'elle est en train de manquer de terrain avec services autant pour le résidentiel que le multilogement. Il est encore trop tôt pour déterminer le secteur où de nouvelles rues seront aménagées, mais le maire Lefebvre assure que la construction de logements abordables demeure dans les dossiers prioritaires. Les magasins de tricot et de couture se comptent désormais sur une seule main en Abitibi-Témiscamingue. La boutique de fil en aiguille à Ville-Marie continue de servir la clientèle à la recherche de tissus ou d'une réparation de vêtements. Suzanne Plot, originaire de Notre-Dame-du-Nord, a repris les rênes en 2022. Sa motivation venait surtout du fait qu'elle craignait que la boutique ferme ses portes si aucun acheteur ne se manifestait.
Quand elle n'est plus sur le plancher, Mme Plot retourne dans l'arrière-boutique où elle tente d'avancer les commandes de réparation. Suzanne Plot a appris la couture au fil des ans, notamment avec l'aide de l'ancienne propriétaire. Mme Plot est désormais la seule à afficher ses services de couture au Témiscamingue. Dans la dernière année, elle a vu 3 couturières de la région prendre leur retraite de la machine à coudre. Ces gens-là viennent tous ici et cela a une recrudescence au niveau de l'achalandage, au niveau de la demande de réparation de vêtements. Là où c'est un couteau à double tranchant, c'est que sa capacité de sortir des réparations à l'interne reste limitée. 4 employés à temps partiel lui donnent un coup de main durant la semaine. La pénurie de main-d'œuvre est toutefois un véritable casse-tête. Des formations de plombiers, il y en a un peu partout. Pour des couturières, on entend moins parler de formations qui existent pour ça. Même si les délais de réparation et d'ajustement sont de 2 mois, la demande ne s'essouffle pas. La propriétaire de la boutique ajoute que oui, ça coûte cher de changer une fermeture éclair sur un manteau, mais un manteau coûte encore plus cher. Si on regarde le côté écologique, le manteau irait à la poubelle, sinon. En réponse à la fermeture prochaine du magasin Fabriqueville à Rouyn-Noranda, Suzanne Plot s'est équipée d'un plus grand inventaire en respectant la capacité de son local et de son budget. Elle s'attend à une augmentation de l'achalandage. Les loisirs récréatifs, le fait à la main, c'est de retour. L'achat local est de plus en plus présent. Les gens âgés constituent une bonne proportion de sa clientèle, mais les jeunes magasinent aussi pour du tissu et de la laine. Il y a des adolescentes qui ont appris à crocheter à l'école, à tricoter, à coudre ou à faire du macramé et qui veulent venir acheter leurs premières choses pour en faire à la maison. Le macramé a d'ailleurs la cote ces dernières années. Ces tablettes se vident régulièrement tant le produit est à la mode. Le tricot, quant à lui, n'a jamais disparu, mais clairement a évolué énormément. Les jeudis après-midi, les adeptes d'artisanat sont invités à un tricot-thé-café, un événement pour briser l'isolement et partager une passion. L'apprentissage et les patrons de couture sont devenus beaucoup plus accessibles en ligne. Une avancée que salue l'entrepreneur. Un bémol persiste. Comme pour tout commerce local, l'achat en ligne est très difficile pour les commerces physiques parce qu'on ne peut pas compétitionner avec les prix, l'inventaire et la rapidité, indique Suzanne Plot. Si elle n'est pas capable d'obtenir le matériel, la couturière dirige avec honnêteté sa clientèle sur Internet. Ces clients-là, ils vont revenir parce que la fois d'avant, je leur ai prodigué un bon conseil, constate-t-elle, dans son quotidien. Les grandes joies viennent toutefois avec leur lot de défis. Les fermetures de magasins de tissus ne l'étonnent pas. Les bâtiments coûtent cher à entretenir. Les inventaires coûtent cher à supporter. Les employés sont difficiles à trouver. La passionnée rêve de pouvoir un jour agrandir son local et d'avoir une équipe assez grande pour offrir des cours. En attendant, des ateliers de tricot sont offerts une fois par semaine au fil en aiguille et les cercles de fermières ainsi que les cours d'éducation populaire proposent souvent des ateliers de couture. Des crêtes de glace menacent la sécurité des motoneigistes sur les lacs de l'Abitibi-Témiscamingue. Les motoneigistes et quadistes sont invités à faire preuve de vigilance sur les plans d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue. Les conditions météorologiques de décembre ont favorisé la formation de plusieurs crêtes de glace. Celles-ci peuvent dépasser 1 mètre de hauteur et ce, parfois sur plusieurs kilomètres. Des citoyens ont identifié des crêtes sur différents plans d'eau, notamment le lac des 15 au Témiscamingue et le lac Opasatika à Rouyn-Noranda. Et comme les sentiers de motoneige tardent à ouvrir en raison du manque de neige, les adeptes se lancent sur ces grandes étendues glacées. D'autres circulent sur les lacs pour accéder à leurs cabanes à pêche. Sans être rare, ce phénomène des crêtes de glace qui ressemble à un tremblement de terre n'est pas si fréquent.
Il survient lors d'épisodes de gel et de dégel, surtout quand il y a peu de neige au sol. La glace prend alors de l'expansion en profondeur, mais aussi en largeur. Quand il n'y a pas de neige sur le plan d'eau, la glace cherche à prendre de l'expansion. Elle va pousser sur les berges, mais quand elle s'accote sur les roches sur le bord et qu'elle manque de place pour prendre de l'expansion, elle va craquer. C'est ce qui amène les crêtes sur les plans d'eau. Et plus les plans d'eau sont grands, plus c'est susceptible d'arriver, explique Mario Poirier, administrateur régional et vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Sylvain Trudel, responsable du balisage pour le club nautique du lac Abitibi, reconnaît que le phénomène est particulièrement impressionnant cet hiver. Depuis 20 ans, il ne se rappelle pas en avoir vu autant. C'est un record. M. Trudel a même préparé une carte qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre aux motoneigistes et quadistes où sont situées la dizaine de crêtes apparues cet hiver dans la portion est du lac Abitibi. Les crêtes sont généralement visibles, sauf peut-être lorsque la visibilité est réduite parce que la glace est plus foncée que la neige. Mais la situation pourrait changer avec les précipitations de neige prévues ces jours-ci. Au moment où il y a des quantités de neige qui recouvrent les crêtes, on ne les voit plus. Il faut donc faire bien attention parce qu'à la minute où la neige les recouvre, c'est là que ça peut être dangereux. M. Poirier rappelle que les sentiers fédérés sont balisés et empruntent très peu de cours d'eau. Il recommande donc aux motoneigistes de circuler surtout sur ceux-ci quand ils sont aménagés, ce qui devrait être le cas d'ici 10 jours si la neige annoncée tombe du ciel. On ne le dira jamais assez. Des gens s'aventurent sur les lacs. Parfois, la glace peut être très épaisse dans un secteur, mais dans un autre, il peut y avoir du courant ou un point chaud. La glace est donc plus mince. Tout le monde y va à ses propres risques. On recommande d'être excessivement prudent et, dans la mesure du possible, de rester à l'intérieur des sentiers balisés. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue veut aider les résidents en CHSLD à se sentir à la maison. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue concocte un plan d'action pour aider les résidents de CHSLD et autres milieux d'hébergement à se sentir à la maison. L'organisation sollicite l'aide du public pour offrir des services et des soins plus personnalisés aux personnes qu'elle héberge. Elle se place en mode écoute pour recueillir les idées et commentaires des résidents et de leurs proches au point d'encourager ces derniers à siéger au comité de travail du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle se place en mode écoute pour recueillir les idées et commentaires des résidents et de leurs proches au point d'encourager ces derniers à siéger au comité de travail du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Stéphanie Morin, responsable de l'implication des citoyens pour le CISAT, explique qu'ils peuvent venir nous parler de la façon dont ils voient les orientations que nous proposons et comment ils vivent les pratiques discutées en comité. Leur avis est vraiment valorisé, alors on les perçoit vraiment comme des partenaires. Une cinquantaine de citoyens s'impliquent depuis 2018 auprès du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue à titre d'usagers partenaires pour différents projets et programmes. Les prochaines recrues seront appelées à participer à une rencontre mensuelle pour exprimer leur opinion sur les enjeux et questions liées à l'hébergement. La chargée de projet responsable de la politique d'hébergement et de soins et de services de longue durée, Marie-Hélène Lavoie, encourage les Autochtones à répondre à l'appel de candidature. On veut connaître les enjeux, les défis et les besoins que peuvent rencontrer les personnes hébergées. Madame Lavoie donne des exemples d'initiatives qui pourraient être déployées. Si la personne veut, par exemple, se lever à une heure spécifique, nous pourrions tenter d'adapter sa routine de soins autant que possible à ce à quoi elle était habituée. Ce sont des détails qui peuvent faire toute la différence sur le mieux-être et le bien-être global.
Ça passe parfois par de très petites choses. Si un responsable de l'entretien ménager entre dans la chambre d'une personne avec un problème cognitif et déplace des meubles sans l'avertir, cela peut faire éprouver des inquiétudes à cette personne ou la désorganiser. On pourrait alors, par exemple, demander au responsable de l'entretien de s'identifier et d'expliquer ce qu'il vient de faire. En fonction des recommandations recueillies, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue établira un plan d'action qui devra être instauré dans le cadre de sa politique d'hébergement et de soins et services de longue durée. La politique d'hébergement du CISAT couvre la période 2021-2026. D'ici 2028, il devrait manquer près de 14 000 postes dans le secteur minier. C'est ce qu'estime le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines et l'Institut national des mines du Québec, qui ont lancé la nouvelle estimation des besoins de main-d'œuvre du secteur minier au Québec 2023-2028. C'est sans surprise que l'Abitibi-Témiscamingue figure parmi les 3 régions minières qui seront touchées avec la Côte-Nord et le nord du Québec. Le rapport indique aussi que sur les quelques 14 000 postes disponibles, 13 000 devront être pourvus afin de combler des emplois devenus vacants à la suite de départs de travailleurs. Ces postes nécessiteront des personnes ayant suivi des formations qualifiées. L'Abitibi-Témiscamingue a reçu moins de neige que d'habitude pour un mois de décembre. Selon Environnement Canada, cette situation est même inédite. Habitude pour un mois de décembre. Selon Environnement Canada, cette situation est même inédite depuis les 73 dernières années. En décembre, la région n'a reçu que 10,3 cm de neige, alors que la normale pour la même période est de 66,4 cm. C'est un record pour le moins de neige pour un mois de décembre. L'ancien record était de 33 cm en 1982, explique Michel Fleury, météorologue à Environnement Canada. Il s'agit d'un record depuis que cette agence a commencé à enregistrer les données sur les précipitations de neige en 1951. Madame Fleury affirme que cette situation touche l'ensemble du Canada, qui a été sous l'influence d'une anomalie de température, une anomalie chaude durant plusieurs mois en 2023. Normalement, notre réservoir d'air froid provient du centre et du nord du Canada. C'est là que la masse d'air froid se forme, la masse d'air continentale arctique. Cette année, elle n'a pas été suffisamment froide et ça a retardé l'englacement des plans d'eau dans le nord, comme dans l'Arctique, sur la baie d'Hudson et la baie James. Donc, tout ça a exercé une influence sur la météo en Abitibi. Ça a été moins froid que la normale, avec beaucoup moins de neige, détaille la météorologue Michel Fleury, se veut toutefois rassurant puisque, selon elle, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Le cœur de l'hiver est encore devant nous. Les conditions hivernales s'installent de plus en plus en janvier. On prévoit des températures inférieures à 0 degré, évidemment, quoique légèrement supérieures au normal. Donc, on attend quand même de la neige dans les prochaines semaines, précise Michel Fleury, qui mentionne au passage qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les causes de la baisse des précipitations de neige dans l'ensemble du Québec. Les urgences du Québec débordent et diverses autorités, dont le ministre de la Santé, demandent aux gens de se tourner vers les autosoins si leur état de santé ne nécessite pas d'avoir recours aux urgences. Bien qu'il s'agisse d'une bonne idée de ne pas propager nos virus, rhume, grippe, COVID, dans les salles d'attente des urgences du Québec. L'autosoin n'est peut-être pas la solution miracle au désengorgement, selon le docteur Alain Vadeboncoeur. À savoir s'il faut ou non se rendre aux urgences quand nous sommes malades, le docteur Vadeboncoeur croit qu'il n'y a pas de truc magique ou de directive à suivre. Si on sent qu'on est affecté par un problème grave et urgent, il faut se rendre à l'urgence, il ne faut pas hésiter. Et si ce n'est pas le cas, on essaie de penser aux alternatives, dont le 811,
l'auto-soin, les cliniques sans rendez-vous, le pharmacien, etc. Par ailleurs, l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, concernant l'achat ou la création de plusieurs centaines de lits pour libérer les hôpitaux est la bienvenue selon le Dr Vadeboncoeur, qui explique qu'il n'y a pas de marge de manœuvre actuellement dans les hôpitaux et c'est pourquoi ça déborde dans les urgences. La demande est à la hausse. Les grands malades sont là en raison des virus respiratoires, mais il y a près d'un lit d'hôpital sur 7 qui est occupé par une personne qui aurait pu avoir son congé s'il y avait les ressources nécessaires. Il y a environ un lit sur 7 occupé par un patient avec la COVID et il y a peut-être 1000 lits de fermés. Le docteur Vadeboncoeur croit que l'ajout de lits aidera, mais que l'annonce aurait pu être faite bien avant. Les élèves du primaire et du secondaire au Québec auront un peu plus de temps pour préparer les épreuves du ministère après les grèves qui ont affecté le réseau de façon inégale. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a annoncé que ces examens seront reportés à la fin janvier et au début février. Le ministre Drainville a ainsi confirmé par voie de communiqué vendredi ce qu'il avait laissé entendre en décembre. Le moment et le lieu précis des épreuves seront communiqués aux élèves par les écoles. Déjà, pour la 5e secondaire, on sait qu'elles auront lieu entre le 22 janvier et le 7 février. Pour la 4e secondaire, ce sera plutôt du 5 au 9 février. Au primaire, les épreuves destinées aux élèves de la fin du 3e cycle auront lieu entre le 22 janvier et le 1er février. Le ministre Drainville estime que les élèves qui ont manqué de nombreux jours de classe ne sont pas tous prêts à passer leur épreuve ministérielle aux dates initialement prévues en janvier. Il faut leur donner le temps de rattraper les apprentissages nécessaires et de se préparer à ces évaluations importantes, indique le ministre dans un communiqué. Selon lui, les jeunes ne doivent pas être pénalisés et doivent avoir les mêmes chances partout au Québec. Il soutient que ce report vise à favoriser leur réussite. C'est également ce que pense le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost, qui demande une plus grande marge de manœuvre pour s'adapter aux besoins des élèves. Le dernier a expliqué au micro de Tout un matin le fait de savoir que ça a été différent d'un centre de service à l'autre. Des enfants ont eu beaucoup de stimulation, lors de la période de grève et d'autres non. Alors, les directions d'école demandent de la latitude pour pouvoir s'adapter aux besoins des élèves au retour et pouvoir prendre des décisions par école. Plus de 40 % des élèves québécois, soit un demi-million de jeunes, ont été privés d'école depuis le 23 novembre en raison de la grève générale illimitée déclenchée par les 66 500 enseignants du primaire et du secondaire affiliés à la FAE. Cette fédération regroupe dans le Grand Montréal seulement les centres de services scolaires de Montréal, de Marguerite-Bourgeoys, de la Pointe-de-l'Île et de Laval. Les élèves qui fréquentent ces écoles ont connu plus de 20 jours de grève. Ceux dont les enseignants sont membres du Front commun intersyndical qui réunit la CSN, la CSQ, la PTS et la FTQ ont manqué une dizaine de jours de classe. Les élèves des écoles privées n'ont rien raté de leur parcours scolaire, à l'exception d'une école de Montréal. Il faut donc s'attendre à ce que les mesures mises en œuvre par le ministère de l'Éducation s'échelonnent sur plusieurs semaines, voire quelques mois. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, Sylvain Martel, sur ICI RDI. C'est sûr que les inquiétudes sont non seulement au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau des iniquités, puisqu'il y a des enfants qui ont manqué plus d'école que d'autres. On est dans un processus de rattrapage jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça, on ne pourra pas s'en sortir. Et puis, comme parents, ça va être important de s'impliquer, insiste-t-il. À l'instar de M. Prévost, M. Martel est heureux de la manière dont le plan de retour en classe a été préparé.
Il souligne qu'il n'a jamais vu le milieu de l'éducation aussi lié derrière un objectif commun comme celui d'amener nos enfants à réussir leur année scolaire. Les conditions météo permettent d'économiser sur le déneigement des routes. Les responsables du déneigement surveillent les précipitations et les températures ambiantes pour planifier les sorties d'entretien des routes. Les températures plutôt clémentes permettent au ministère des Transports de faire des économies sur le déneigement des routes de l'Abitibi-Témiscamingue. La région a reçu de faibles précipitations de neige jusqu'à maintenant, ce qui permet aux déneigeurs d'appliquer moins de sel et d'abrasifs qu'à l'habitude. Le porte-parole du ministère, Gilles Payet, rappelle qu'il y a tout de même des conditions de gel et de dégel à surveiller. Il y a des économies en sel et en abrasifs. Il y a aussi des économies en nombre d'heures de travail, c'est sûr. Il y a moins de neige, moins de travail, mais il faut quand même veiller au réseau routier. En Abitibi, on parle de plus de 2600 km de chaussées à gérer et à surveiller. Tout ça est patrouillé, indique M. Payet. Pour la saison en cours, plus de 38 800 tonnes de sel et 60 200 tonnes d'abrasifs, comme le sable et le gravier, sont estimés nécessaires pour l'entretien des routes de la région. Gilles Payet rappelle que le sel est moins efficace lorsque la température est inférieure à moins 12 degrés Celsius. Lorsqu'ils doivent appliquer du sel, les déneigeurs ont aussi comme consigne d'en mettre le moins possible et de diminuer la quantité, par exemple, sur les ponts qui surplombent un plan d'eau. L'objectif est d'utiliser la juste quantité de sel nécessaire dans les circonstances sans en abuser, explique-t-il. Évidemment, il y a un impact environnemental. Si on gaspille le sel, si on met beaucoup de chlorure de calcium, forcément, il y a un effet sur la végétation à proximité de la route. L'idée, c'est de ne pas lésiner jamais sur la sécurité tout en économisant ou en utilisant la juste quantité et pas plus. L'Abitibi-Témiscamingue doit recevoir quelques centimètres de neige au cours des prochains jours. M. Payet souligne que chaque hiver est différent. Pour sa part, le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault, signalait à la fin décembre que les faibles précipitations de neige ne sont pas garantes du reste de l'hiver. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit près de 32 millions de dollars pour l'entretien des routes cette saison. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, plus de 10 000 travailleurs syndiqués de l'éducation, de la santé et des services sociaux font partie du Front commun. La parole est aux membres du Front commun qui devront se positionner sur l'entente de principe négociée avec Québec au cours des prochaines semaines. La présidente du syndicat de l'enseignement de la Jémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre, indique que les journées de grève auront valu la peine pour en arriver à une dernière offre pour le renouvellement des conventions collectives. Elle indique que les enseignants auraient une hausse salariale équivalente à plus de 17,4 % sur 5 ans. Refusant de se positionner sur les offres, Cindy Lefebvre affirme que ce seront les membres qui indiqueront si l'entente est suffisante ou non. Des bonifications dans la composition de la classe et les tâches du personnel seront aussi présentées. Il y a également la possibilité d'étirer de 2 ans de plus la retraite progressive. Pour les assurances collectives, il n'y avait pas de contribution employeur pour les enseignants, alors il vient s'en ajouter une. Le syndicat de l'enseignement de la Jémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue est affilié à la Centrale des syndicats du Québec. Les élèves retournent en classe mardi après le congé des fêtes. Le prix de l'or qui fait saliver les producteurs, le métal jaune, vaut cher ces temps-ci. Dans le dernier mois, il est revenu au-dessus de la barre des 2 000 $ américains l'once. C'est 2 700 $ en argent canadien. Alain Poirier, le directeur général par intérim de l'Association de l'exploration minière du Québec, explique que ça aura un impact sur les travaux d'exploration.
Il y a beaucoup de prédictions comme quoi on va vers les 2 500 $ dans les prochaines années. Si ça augmente de 15 à 20 %, on va peut-être mettre en valeur des projets qui n'étaient pas rentables il y a 2 ou 3 ans. Il faudra refaire des calculs et certains projets en dormance vont peut-être aller de l'avant. Monsieur Poirier ajoute que plus le prix de l'or est bon, plus c'est facile pour une compagnie de se financer. Les 3 dernières années, le financement a été intéressant. Mais comme ça prend des années, des décennies à développer des projets, les gens sont quand même prudents. Il y a présentement 21 mines en exploitation au Québec, mais seulement 7 ont entamé leur production dans les 10 dernières années. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!